Comme chaque année, il revient avec des projets étonnants ou futuristes. C'est le printemps de l'architecture et le Finistère ne manque pas de défis côté archi, des villes d'art et d'histoire comme Quimper et Morlaix où on souhaite intégrer une touche de modernité. La métropole de Brest en pleine mutation qui cherche à étonner, casser l'image d'une ville grise. Et puis les bourgs de campagne qui n'hésitent pas à plancher sur leur urbanisme pour être plus attractifs. Frédéric, le printemps de l'architecture, c'est l'occasion d'ouvrir les yeux sur ce qui se fait aujourd'hui. Alors concrètement, des coups de cœur, on fait quoi? On va voir quoi jusqu'en juin là? Il y a plein de choses à voir, il y a des expositions, des animations. Alors, le printemps, c'est la première fois. Il y avait la semaine de l'architecture avant. Aujourd'hui, ça dure 3 mois au lieu d'une semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de propositions d'un peu partout. Autrefois, c'était Quimper et Brest qui pilotaient un petit peu l'opération. C'est toujours le cas, mais il y a beaucoup d'autres communes qui ont proposé beaucoup d'autres choses. On peut notamment voir les architectures de la petite enfance. C'était quelque chose d'original. Et oui, la crèche, l'école sont des supports pour développer une architecture particulière. C'est dans le cadre d'une exposition qui est visible à Carhaix, Ergué, Gabéric et Plourin-les-Morlaix notamment. Et puis, comme on reste dans l'enfance, il y a une proposition le 2 avril, architecture en boîte. Les enfants de dialogue proposent aux enfants justement de s'essayer à l'architecture. L'architecture, c'est pas très compliqué finalement. Les enfants peuvent s'y coller. Il y a également l'architecture et l'histoire, notamment, puisque Brest propose une réflexion avec une balade. Brest, ville art nouveau, art déco. C'est l'occasion de revoir peut-être la ville avec un œil neuf. C'est aussi ça le printemps, je pense, c'est de s'ouvrir, de découvrir et de pouvoir comprendre le métier, le travail de l'architecte et des architectes. Et puis, justement, c'est le cadre aussi d'une exposition qui s'appelle Architecture in Progress, de voir les réalisations. Cette exposition est visible dans le centre de Brest, dans un centre commercial, le centre commercial Quaternary du 4 au 16 avril. Et donc voilà, les propositions sont multiples et elles ont lieu dans tout le département. Frédéric l'évoquait, ouvrir les yeux sur des nouvelles choses. Tristan, vous êtes architecte, ça sert à quoi le printemps de l'architecture selon vous? C'est assez vaste. Oui. C'est d'abord pour nous l'occasion de diffuser la culture architecturale. Ce qui est important, c'est que c'est une vitrine du sujet même, et pas du tout, à aucun moment on cherche à mettre en avant un architecte ou un autre, ou un paysagiste ou un autre, un urbaniste ou un autre. C'est vraiment de réussir à ce que tous ces sujets-là, architecture, urbanisme, paysage, soient mis sur la place publique, soient discutés, que les gens puissent se les approprier. Ça fait partie des sujets les plus importants, ça définit tout notre environnement en commun, et ça fait finalement partie des sujets les plus hermétiques. Et c'est pas toujours compris. Et c'est pas toujours compris. Ça veut dire qu'il y a un manque pour l'instant de la part du grand public d'intérêt pour l'architecture si vous créez ces événements-là. Oui, et un intérêt qui est souvent, on va dire, qui se résume à l'esthétique de la chose, par exemple, sans voir toute la réflexion, tout le travail qu'il y a derrière, qui n'est pas qu'une question de coup de patte ou de coup de pinceau, mais qui est vraiment sur la fonction, la manière dont les gens vont vivre à l'intérieur. C'est vrai pour l'architecture, la ville, le paysage, et c'est vraiment pour réussir à se faire une culture commune avec l'ensemble de la population qu'on organise ce printemps de l'architecture. Thierry Ferré, vous êtes chargé de l'urbanisme et vice-président de Brest Métropole. Est-ce que Brest représente un véritable défi en termes d'architecture? Au contraire, est-ce que les projets les plus fous peuvent y avoir leur place sans la contrainte, j'ai envie de dire, d'une ville d'art et d'histoire comme l'aurait par exemple Quimper ou Morlaix? Est-ce que tout est possible côté urbanisme à Brest? On pourrait espérer que tout est possible. Après, il faut que ça rentre en cohérence avec le reste. En fait, l'architecture, c'est pas un seul objet qu'on pose au milieu du reste. C'est un ensemble qui doit s'articuler, qui doit aller bien ensemble et qui doit être aimé par les personnes donc, qui vont vivre dans la ville. Donc en fait, on peut pas dire qu'on peut poser tout et n'importe quoi dans Brest. Et au contraire, je pense que Brest a justement une cohérence, une ligne particulière qu'il faut savoir respecter, mais ce qui n'empêche pas en effet des objets assez innovants et assez originaux. On le voit là sur les images, il y a eu tout un travail autour des couleurs, depuis on en avait parlé lors de la semaine de l'architecture l'an dernier. Ça, c'est une des volontés de Brest, de remettre de la couleur dans la ville?
Alors c'est une volonté des habitants, c'est-à-dire que ça vient des habitants. Ça vient des habitants. Ouais. Quand on construit le programme pour les municipales, la première chose que les gens disent vouloir pour leur ville, c'est de la couleur. Donc en fait, c'est en réponse à cette attente que finalement on travaille cette question-là. Et donc aujourd'hui, on est en travail avec des étudiants à la fois sur le quartier de Bellevue et puis sur le Haut-Jaurès. Et on est en travail avec des habitants sur leur propre quartier, sur des maisons qui sont ce qu'on appelle construites à l'identique, des maisons Castor, pour voir comment on peut les recolorer de façon cohérente et les remettre en valeur. Et donc ça, c'est sur le quartier de Saint-Pierre. Donc ça devrait avoir lieu cette année. Des quartiers, justement, une grosse ville comme Brest, ça s'imagine par quartier quand on parle d'urbanisme, je pense. Comment ça se construit, les quartiers de demain dans Brest? Il y a déjà des choses, Fontaine-Margaux. Fontaine-Margaux peut-être, non, qui est 1500 à 1700 logements. C'est des choses pensées assez presque futuristes déjà, là, avec des containers ou des choses comme ça, des nouvelles façons de penser l'architecture dans la ville. Alors là, on est sur des quartiers qui se développent sur la base de rien finalement. On grignote les terres agricoles, donc à la limite, c'est plus facile de créer une identité particulière, quelque chose de nouveau. Après, on a des quartiers qui ont déjà une identité. On a Recouvrance, voilà, on a Saint-Marc, enfin voilà, dans la ville, il y a tout un tas de quartiers. Donc il faut respecter, je pense, cette identité sur laquelle les habitants sont attachés souvent, et c'est pour ça qu'ils aiment vivre dans ces quartiers. Il faut continuer à la renforcer dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que ces gros quartiers-là se travaillent aussi avec, alors un peu moins les habitants, mais en tout cas avec les conseils de quartier, des habitants qui vivent à proximité, puisque les futurs habitants de ces quartiers ne sont pas encore là par définition. Un des points communs des nouveaux quartiers, c'est une volonté de remettre le végétal, c'est quand même au cœur des quartiers. Est-ce que, Tristan, chez les particuliers aussi, il y a cette volonté un peu écolo qui arrive dans les projets de maison, d'avoir, je sais pas, des toits végétaux? L'écologie est au cœur des projets ou pas encore forcément? Si, complètement, mais pas que au travers du végétal. Je pense que l'écologie, on sait bien, une problématique assez globale. Et c'est vrai qu'on voit, il y a plus de maisons en bois qu'avant. Il y a quelques années, on disait qu'en France, c'était 2 à 3%. Je crois que maintenant, c'est 5%. Et en Finistère, c'est plutôt plus que ça, d'ailleurs. Sur les toitures végétales, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont encore un peu réticents sur le prix, l'entretien supposé, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui évolue parce que les gens qui veulent habiter en ville, aujourd'hui, c'est plus un choix un peu militant, mais un choix dans lequel on doit trouver son équilibre aussi. Et du coup, il y a pas mal, on en voit beaucoup, de maisons qui essayent de se réinventer un petit jardin. En ville, mais pas dans le béton totalement. Ouais, c'est ça. Et pour réussir à retrouver un bon équilibre de vie, y compris dans un milieu urbain dense, comme dans un milieu urbain beaucoup moins dense. Donc je pense qu'il y a un peu les mêmes problématiques, que ce soit dans la rénovation urbaine, ce que disait Thierry, il y a des quartiers qui se transforment. Aujourd'hui, il y a des réflexions, par exemple, qui étaient portées par des étudiants de l'école d'architecture de Rennes sur que faire des cœurs d'îlots dans tout le quartier reconstruit du Batiam. Il y en a d'autres de l'ADEPA et d'étudiants à l'intérieur des... Ouais, tout à fait, ouais. À l'intérieur des immeubles. Voilà, sur le devenir de ces espaces-là, qui sont l'autre face des immeubles. Donc les gens, finalement, de leur appartement voient la rue et l'espace public d'un côté. De l'autre, ils ont un cœur d'îlot. Ce cœur d'îlot-là, il a un potentiel extraordinaire pour réussir à ce que les gens trouvent un équilibre entre les deux mondes, entre leur intimité d'un côté, même si elle est commune dans le cas d'un îlot urbain comme ça, et un espace qui est vraiment l'espace public. Il y a une réflexion sur la Pinfeld aussi qui est menée par l'ADEPA, l'agence d'urbanisme du Pays de Brest, qui a rendu une étude il n'y a pas très longtemps assez globale sur le devenir de tout ce qui finalement est le cœur de la ville de Brest, là, qui est même la raison d'être de Brest. C'était d'abord de construire un port à cet endroit-là. Il y a des étudiants de l'école de Nantes d'architecture qui ont travaillé aussi là-dessus. Ça faisait partie du printemps de l'archi. Ça a loupé, c'était la semaine dernière. Mais il y a une réflexion effectivement un peu tous azimuts sur tous ces thèmes-là, sur Brest et sur ailleurs. On n'a plus beaucoup de temps, je laisse la dernière question. On parlait beaucoup de la ville et vous parliez du végétal. Pauline, il y a une exposition si près de chez nous, c'est consacré au cyprès, c'est à l'île Tudy. Ces grands arbres qui donnent un peu le cachet au littoral aussi. Et puis il y a aussi une visite d'un jardin à Brest aussi, jardin public, une réflexion sur les friches urbaines, la reconquête par le végétal à Douarnenez. On voit que le paysagisme, de toute façon, est au cœur aussi le printemps de l'architecture, c'est aussi le printemps du végétal. Et juste une dernière question. À vous deux, le projet le plus futuriste dans le Finistère en ce moment, c'est quoi? S'il y a un projet un peu dingue en archi. Je ne sais pas s'il est à Brest, du coup, si Thierry n'est pas... Est-ce qu'il doit être dingue, futuriste? Non, pas forcément dingue. Non, je pense que le truc le plus futuriste, c'est de réussir à en parler. Je rebondis, mais je pense que c'est le
de réussir à rendre l'architecture, l'urbanisme et le paysage populaire et partagé. Ça me paraît potentiellement être le projet le plus fou, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours confisqué. Et c'est un peu en parallèle avec la création dans le Finistère, il y a très peu de temps, du CAUE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. C'est eux, d'ailleurs, dans le printemps de l'architecture, qui ont réussi à rendre cet événement départemental alors qu'il était ciblé sur Brest et Quimper avant. Et c'est un conseil gratuit pour les particuliers, pour les collectivités, pour réussir là encore à mener tout ce débat autour de l'environnement de vie de tout le monde. Je pense que c'est ça qui peut amener tout le monde. De toute façon, tous les sujets qu'on a abordés là sont en lien avec des événements qui ont lieu jusqu'à juin dans le printemps de l'architecture. Avant de se quitter, juste on termine un dernier mot d'architecture parce qu'il ne faut pas manquer demain mercredi dès 18h30 sur TBO, le magazine mensuel Archi à l'Ouest, présenté par Frédéric Lorenzo et dans lequel intervient Tristan Laprairie, bien sûr. 18h30 mercredi. Merci.